Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aux formes de plantes utilisables chez les animaux. Alors, il existe deux biothérapies qui utilisent les plantes médicinales chez les animaux, à savoir l'aromathérapie, dans laquelle les deux formes privilégiées sont les huiles essentielles et éventuellement les hydrolats, et alors la phytothérapie proprement dite, qui elle offre beaucoup de formes différentes. Alors, dans toutes ces formes disponibles, il y a un choix impératif à faire selon les avantages et les inconvénients de ces différentes formes. Pour ce faire, il faut d'abord lister ces formes, voir pour chacune d'entre elles les avantages et les inconvénients, et puis avec ces critères-là, on sera capable de choisir les formes les plus adaptées, les plus pratiques à utiliser chez les animaux. Alors, comme je vous disais, le choix sera dicté par les avantages et les inconvénients des formes de plantes médicinales. Des exemples d'avantages sont la facilité d'administration, la concentration, l'efficacité, la rapidité d'action, l'odeur et le goût peu prononcés. Et à l'inverse, les inconvénients sont par exemple une odeur ou un goût beaucoup trop fort, une lenteur d'action, un inconfort d'utilisation, voire une intolérance. C'est clair que si la forme de plante, donne des diarrhées ou des vomissements, c'est un inconvénient assez important. D'autres inconvénients sont ceux par exemple de la difficulté d'approvisionnement, de l'étendue de la gamme ou du prix des formes disponibles. Alors, j'ai listé ces différentes formes. La liste n'est pas exhaustive, mais elle représente quand même la majorité des plantes disponibles. Nous allons les voir les unes après les autres. Je vais faire une présentation succincte. Je vais vous donner des commentaires qui sont vraiment personnels. J'ai essayé d'être la plus objective possible d'un point de vue de la praticité et de l'utilisation chez les animaux. Alors, la première forme est celle des plantes fraîches. Elle est assez peu utilisée chez les animaux parce que je trouve que c'est une forme peu pratique. En fait, elle consiste à sortir dans son jardin, couper la plante que l'on a besoin et l'utiliser directement. Mais encore faut-il les connaissances botaniques parfaites pour pouvoir bien les reconnaître et donc bien les cueillir et ne pas se tromper. Parce que beaucoup de plantes se ressemblent mais ne sont pas les mêmes au niveau phytothérapeutique. Alors, l'odeur et le goût sont relativement forts. C'est une forme qu'on peut éventuellement utiliser chez le cheval. Mais le gros inconvénient est la conservation qui sera extrêmement limitée. Car dès que la plante est coupée, elle va commencer à fermenter et à pourrir. Donc on ne pourra pas l'utiliser trop tardivement par rapport à sa cueillette. Une deuxième forme de plante est celle des plantes sèches qui sont coupées grossièrement, des plantes sèches en morceaux. C'est également une forme qui est relativement peu pratique pour les animaux. Alors c'est une forme qu'on utilise fréquemment pour les tisanes et les infusions dans la pratique humaine, mais malheureusement c'est une forme qui n'est pas très pratique chez les animaux comme je vous le disais, parce que voilà une présentation ici où on retrouve ces feuilles grossièrement coupées, et donc ça fait des trop gros morceaux. Éventuellement chez un cheval, lui, il n'y aura pas trop de problème pour les lui faire avaler, mais chez un chat ou un chien, il est clair que des morceaux de feuilles ou des morceaux de tiges sont parfois problématiques, surtout chez le chat. En plus, un inconvénient est le fait que, comme ce sont des formes utilisées pour les tisanes ou les infusions chez les humains, le choix est relativement classique. On trouvera par exemple de la verveine, de la mélisse, mais des autres plantes phytothérapeutiques seront moins disponibles. Je pense par exemple au cassis ou à l'orthosiphon. On fait rarement des infusions de ces plantes-là, mais elles sont très intéressantes en phytothérapie. Donc c'est une forme qu'on peut éventuellement utiliser chez les animaux, mais qui n'est pas extrêmement pratique. Alors, la troisième forme est celle que personnellement j'utilise et que je trouve vraiment la plus pratique, la plus aisée et la plus facile à utiliser chez les animaux, car elle réunit énormément d'avantages. Alors, ce sont des plantes qu'on a séchées et broyées en poudre. Voilà, donc ça représente, voilà, on a par exemple, moi je les conserve ici en bocaux, hein. Donc ce sont vraiment des poudres extrêmement fines. Alors, les différents avantages de cette forme, c'est que on utilise la plante ou la partie de plante dans sa totalité. Donc on ne fait pas de sélection puisqu'on conserve la plante telle qu'elle et donc on a le totum de la plante. C'est une notion que j'avais évoquée dans un autre tutoriel. Alors la concentration des principes actifs est naturelle.
On a juste une concentration qui est un petit peu plus élevée que c'est dans la plante fraîche, tout simplement parce que comme la plante a été séchée, elle est donc déshydratée et donc il y a une petite concentration des principes actifs, mais on n'a pas une trop grande concentration comme c'est le cas dans les huiles essentielles, et on n'a pas non plus de dilution de ces principes actifs comme on a le cas dans d'autres formes de présentation. D'autres avantages, c'est que comme cette transformation a été réduite au minimum, il s'agit de cueillir, sécher et puis broyer en poudre, on a une conservation maximale des principes actifs qui ne sont pas modifiés. Ces principes actifs étant donc non dénaturés puisqu'on n'a pas beaucoup de manipulation de fabrication comme c'est le cas avec d'autres formes quand il s'agit de par exemple de distillation ou d'extraction à l'alcool. Là on peut se dire que certains principes actifs vont être dénaturés. Ce n'est pas le cas avec les poudres de plantes sèches. Cette forme-là est également très stable et qu'elle se conserve très bien pour peu évidemment que les conditions de conservation sont respectées bien sûr. Donc comme vous l'avez vu, moi je les conserve dans un pot en verre, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Éventuellement on peut utiliser des pastilles, des capsules déshydratantes qui permettent de stabiliser l'humidité. Et les diverses poudres sont très faciles à mélanger les unes avec les autres. Donc on peut faire des mélanges de plantes phytothérapeutiques vraiment comme on veut. Ça a aussi un autre avantage, c'est que les nutriments et micronutriments que j'utilise en micronutrition sont également disponibles sous forme de poudre. Donc mélanger une poudre de micronutriments avec une poudre de plante ne pose vraiment pas de problème de galénique. De plus, l'odeur de ces plantes n'est pas trop forte, à part évidemment certaines plantes, type radis noir ou fumeterre, mais ce sont des plantes que je n'utilise pas pour des raisons justement de goût ou d'odeur trop forte. Alors, un petit bémol par rapport à cette forme-là est le goût, qui est parfois un petit peu amer, et pour lesquels certains animaux n'ont pas l'habitude. Certains chevaux peuvent avoir l'habitude de cette amertume, de par leur régime alimentaire normal, mais ce n'est pas le cas des chats et des chiens. Donc c'est vrai que certaines plantes sont plus amères que d'autres, et donc peuvent être un petit frein à leur utilisation. N'empêche, je constate quand même que cette amertume peut se retrouver dans d'autres formes, de façon d'ailleurs beaucoup plus exacerbée, et je trouve que cette amertume est la moins importante dans la forme de plantes sèches. La gamme est extrêmement étendue sous cette forme-là, c'est même la gamme qui offre le plus de choix, puisqu'on peut avoir accès à plus ou moins 800 plantes médicinales différentes, pour un coût le moins cher. Vraiment, le coût est très très peu élevé, et ça permet la meilleure utilisation, le meilleur choix et la meilleure adaptation des plantes médicinales par rapport à la maladie de son animal. On peut donc personnaliser la formule de plantes thérapeutiques en fonction de son animal de façon extrêmement précise, de façon aussi très large, grâce au choix très important. Alors, par rapport à ce goût, cette amertume, comme je vous disais, on constate en fait que dans les premiers jours d'utilisation, chez tous les animaux, chiens, chats ou chevaux, l'animal met parfois 1 ou 2 jours avant d'accepter le mélange. Chez certains, il n'y a pas de problème, ils le prennent mélangé dans le repas. Chez d'autres, on sent une petite réticence. Mais c'est souvent la réticence du début, parce qu'on dirait que dès qu'il a réussi à le prendre une première fois, il se rend compte que son organisme en a besoin et lui indique qu'il faut continuer à aller dans cette direction. Donc c'est un obstacle qui n'est pas très difficile à lever, parce que c'est vraiment un obstacle du début, et encore pas chez tous les animaux. De même que l'animal se rend compte dès le début que ça peut l'aider, quand on arrive à une période plus ou moins longue d'utilisation de ces plantes, on se rend compte que l'animal commence, au bout de 10-15 jours, commence à rechigner un petit peu à l'absorption de ce mélange, comme si son organisme comprenait qu'en fait il n'en a plus besoin. Et ça tombe bien parce que ça correspond en fait à la fin d'une cure de thérapie classique en phytothérapie, qui consiste à prendre cette cure-là de façon courte, à savoir une semaine, voire 10-15 jours. Et donc, ça prouve que les cures qui sont à usage trop long, pendant 1, 2, 3 mois, n'ont pas lieu d'être. De toute façon, dans ce cas-là, on va voir l'animal qui aura beaucoup de mal à continuer à les prendre.
Alors, les extraits fluides classiques ne sont pas vraiment utilisés chez les animaux, tout simplement parce que la méthode d'extraction utilise plusieurs procédés successifs dans des solvants alcooliques, dans un solvant alcoolique. Or, la plupart du temps, il vaut quand même mieux éviter d'utiliser l'alcool chez les animaux. La conservation est bonne, mais il y a un manque de choix au niveau des plantes et le coût est souvent élevé. Donc plusieurs inconvénients qui fait que c'est une forme qui n'est pas utilisée chez les animaux. Les extraits phytostandardisés, comme on appelle en acronyme EPS, donc une forme sirop, c'est une forme qu'on peut utiliser chez les animaux. Alors on peut également les appeler extraits fluides et glycérinés. C'est une présentation qui est liquide, de ce type-là. Donc voilà, elle se trouve ici en sirop présentation en demi-litre de liquide. Alors c'est un procédé d'extraction qui est relativement complexe. On utilise le froid, puis il y a des extractions successives dans de l'eau, dans de l'alcool, l'évaporation du solvant, et à la fin on remet quand même un solvant pratique qui est la glycérine. Alors la glycérine, qu'on appelle également glycérol, c'est quand même un alcool neutre faiblement toxique, mais ça reste un solvant alcoolique. Alors les principes actifs sont concentrés, mais ils ne sont pas tous présents. Parce qu'avec ce mode d'extraction, on n'arrive pas toujours à sortir tous les principes actifs de la plante. On n'a pas toujours le totum total de la plante, si je puis dire. La conservation est bonne, mais il y a un manque de choix. La gamme des EPS se résume à une cinquantaine de plantes, ce qui est quand même beaucoup plus restreint que les 800 plantes que je vous évoquais dans les poudres de plantes sèches. Le coût est plus ou moins élevé et l'inconvénient c'est que pour se procurer des EPS, il faut directement les acquérir par demi-litre. On ne sait pas toujours une quantité qu'on a vraiment besoin et en plus ça a un certain coût qui fait que si vous voulez avoir une dizaine de plantes différentes, ça chiffre relativement rapidement. Le goût est parfois très fort, notamment dans l'EPS d'artichaut par exemple, alors que la présentation de plantes sèches d'artichaut est très aisée à donner. Donc on a déjà un choix restreint avec les EPS et on le limite encore parce que certains ont un goût trop prononcé. Et ça pose surtout problème chez le chat. Et enfin, la glycérine pose parfois problème chez certains animaux, et de par le goût, et de par certains troubles digestifs. Donc, en ce qui concerne les EPS, on peut les utiliser, c'est même une des formes qui est la plus utilisée dans le domaine vétérinaire pour l'instant, mais personnellement, je vous conseille fortement d'utiliser plutôt les poudres de plantes sèches, parce que vous aurez une ouverture de gamme au niveau de la phytothérapie qui sera vraiment très très intéressante. Les suspensions intégrales de plantes fraîches, qu'on appelle aussi SIPF, ne sont pas utilisées chez les animaux parce qu'il s'agit là aussi d'une présentation liquide. Les plantes sont traitées par le froid, puis mises en suspension de nouveau dans de l'alcool. C'est une forme qui n'est pas adaptée pour les animaux. Les principes actifs sont dilués et là aussi, même si la conservation est bonne, le manque de choix et le coût élevé de cette forme fait que ce n'est pas très utile et très pratique chez les animaux. Les extraits secs, alors ce sont des principes actifs des plantes qui sont extraits par plusieurs procédés successifs, là aussi dans de l'alcool éthylique et ou dans de l'eau, puis on élimine le solvant afin d'avoir une forme sèche plus facilement conservable. Attention, on parle d'extraits secs, mais ça n'a rien à voir avec les poudres de plantes sèches, d'accord ? Donc de ce point de vue-là, faites très attention quand vous commandez vos plantes sèches, que ce ne soit pas des extraits secs, mais plutôt des poudres de plantes sèches. C'est une méthode qui nécessite donc plusieurs manipulations, parfois agressives, qui peuvent dénaturer les principes actifs des plantes, et donc on a une perte au niveau de la qualité des principes actifs des plantes que l'on désire utiliser. Le prix est élevé, il y a moins de choix, et en plus, avec toute cette extraction un petit peu particulière, les principes actifs sont très concentrés, ce qui fait que cette forme n'est pas pratique, mais en plus elle est dangereuse pour certains animaux qui sont plus sensibles à des concentrations plus élevées en molécules actives. Donc attention de ne pas les confondre avec des poudres de plantes sèches, et cette forme-là, je préfère que vous les oubliez à ne pas utiliser chez les animaux. Alors, les teintures mères,
qu'on nomme par acronyme TM, les teintures officinales et les alcoolatures. J'émets une certaine réserve quant à leur utilisation chez les animaux. Donc ici, par exemple, vous avez une teinture mère, ici, hein, voilà, on a les formes diluées et des formes entières. Donc ce sont des formes, évidemment, qui sont liquides. Ces plantes ont macéré dans de l'alcool, donc ce sont des formes alcooliques. C'est pour ça que j'émets la réserve pour l'utilisation chez les animaux. Les principes actifs sont extraits de façon, sont macérés, donc ils sont extraits, je dirais, de façon passive, partiellement et de façon diluée. Et malgré la très grande variété de plantes disponibles et le coût très faible, je ne conseille pas cette plante, je vous disais, pour le solvant qui est alcoolique. Alors les teintures officinales et les alcoolatures sont des formes anciennes qui ont presque disparu. Les teintures mères sont des formes qui sont encore très présentes, mais on a eu un problème en 2015 avec des modifications de la législation qui ont fait que beaucoup de ces teintures mères ont malheureusement été supprimées de la commercialisation, ce qui restreint donc fortement la gamme qui était au départ très étendue. Alors, les huiles essentielles, c'est une forme pratique chez les animaux, mais à réserver un usage externe. Ou si vous voulez le faire en usage interne, il faut de solides connaissances en médecine vétérinaire et en aromathérapie. Alors, ce sont des plantes qui subissent une hydrodistillation, donc dans un alambic par de la vapeur d'eau, et dans laquelle les principes actifs se retrouvent sous une forme liquide et extrêmement concentrée. Et la présentation est une forme huileuse, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des huiles essentielles. Cette forme-là est une forme utilisée exclusivement en aromathérapie. Je vous rappelle que l'aromathérapie est une sous-branche de la phytothérapie. Les formes sont donc liposolubles, ce qui veut dire qu'elles ne se mélangent pas dans de l'eau ou avec tout autre solvant hydrosoluble. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on entend certaines personnes mettre quelques gouttes de teinture mère, d'huile essentielle dans le bain, ça n'a pas de sens parce qu'il ne va pas y avoir mélange entre ces deux liquides qui ne sont pas miscibles. Les principes actifs sont fortement concentrés, ce qui en rend l'utilisation très dangereuse chez les animaux. Donc je ne conseille pas aux propriétaires qui n'ont pas de connaissances en aromathérapie d'utiliser les huiles essentielles ou alors à bien se renseigner au préalable. Et cette forte concentration de principes actifs explique la toxicité de beaucoup d'huiles essentielles, que ce soit une neurotoxicité, une toxicité digestive, des risques allergiques ou même de la dermocausticité. C'est également un procédé qui permet l'obtention d'hydrolats. Donc c'est pour ça qu'on le met dans cette catégorie d'aromathérapie, l'huile essentielle et les hydrolats, parce que cela procède d'un même processus d'extraction des principes actifs. Important, pas d'huile essentielle chez le chat, car ils ne les supportent pas. Elles sont beaucoup trop toxiques et en plus certaines ne sont pas vraiment toxiques comme l'huile essentielle de lavande, mais si on en met sur le bout du nez du chat ou sur sa peau et qu'il se lèche, il peut baver intensément. La gamme est peu étendue, le coût est plus ou moins élevé suivant l'huile essentielle et donc les précautions d'utilisation seront vues dans un cours d'aromathérapie, un tutoriel d'aromathérapie qui sera en ligne d'ici peu de temps. Comme je vous disais, les hydrolats, qu'on appelle également les eaux florales, procèdent de même procédé d'extraction que les huiles essentielles. On peut les utiliser chez les animaux, notamment chez le chat, comme alternative par rapport aux huiles essentielles. Les principes actifs ne sont pas en totalité présents dans ce liquide et ils sont même sous forme fortement diluée. Cela explique la très faible toxicité de cette forme d'utilisation et à l'inverse des huiles essentielles qui doivent se mélanger dans des solvants plutôt du type liposolubles, dans ce cas-ci, les hydrolats sont une forme qu'on peut utiliser avec d'autres solvants hydrosolubles. Ils sont tellement peu toxiques que les hydrolats peuvent carrément être utilisés purs. On peut mélanger plusieurs hydrolats ensemble et les utiliser purs. Là aussi, cette utilisation se fait de préférence par voie externe.
Donc c'est une forme très pratique chez le chat, en alternative aux huiles essentielles. Le coût est très abordable. Voici par exemple, voilà, un hydrolat, on l'a souvent en flacon bleu, on peut l'avoir sous différentes présentations. C'est vrai que ça ressemble à de l'eau, hein. Malheureusement, c'est une forme qui n'a pas une énorme variété disponible de plantes, et donc par rapport toujours comme je reviens aux plantes sèches qui sont disponibles à raison de 800 plantes, là on est quand même beaucoup plus restreint au niveau du choix. Alors les bourgeons, qui sont la plupart du temps utilisés sous forme de macérat glycériné, sont utilisés par certains vétérinaires. Personnellement, moi je ne les utilise pas. Et il faut savoir que l'utilisation des bourgeons de plantes en thérapie s'appelle la gémothérapie. Alors, le bourgeon de plante est mis en macération dans un solvant de type alcoolique et en plus glycérinique, et puis il est filtré. Donc on a une présentation qui contient de l'alcool. Alors à l'époque, cette présentation était également diluée. Maintenant elle n'est plus trop utilisée sous forme diluée. Donc comme je vous disais, les principes actifs sont dilués, alors simplement parce que ce sont des macérations, et donc l'extraction se fait de façon passive. Ces principes actifs sont plutôt du type lipophile, et il n'y a pas énormément de choix, ce qui fait que l'utilisation en est relativement limitée chez les animaux. Un autre type de macérat, plutôt dans un solvant qui est de type huileux et qui est également peu utilisé chez les animaux, c'est ce qu'on appelle les macérats tout court. Donc ce sont des plantes qu'on fait macérer, mais plutôt dans un support type huile végétale. C'est par exemple typiquement quelques feuilles de plantes qu'on met par exemple dans une solution d'huile de millepertuis ou d'huile de noisette. C'est un type de préparation qui est plutôt du type ancien et pour lequel la conservation peut poser problème, tout simplement parce qu'il n'est pas très facile de conserver de l'huile végétale, et donc si en plus il contient certains principes actifs de plantes, ces principes actifs peuvent très facilement s'oxyder notamment. Alors, ces principes actifs, comme je vous disais, le principe de la macération, c'est qu'il y a une extraction passive. Donc les principes actifs sont relativement dilués et ne sont pas en quantité connue. Ça dépend le solvant, ça dépend la quantité de plantes que l'on met. Et donc on n'a pas une forme standardisée et fiable d'utilisation. Alors, la dernière présentation est celle des fleurs de bac, qu'on appelle également élixirs floraux, et qu'il ne faut pas confondre avec les eaux florales de la forme plutôt extraite par hydrodistillation. En ce qui concerne les fleurs de bac, moi personnellement je ne les utilise pas, je sais que certains vétérinaires les utilisent. Il s'agit d'une forme liquide de certaines plantes. La variété des plantes est relativement restreinte et le choix de ces plantes se fait sur des critères psychologiques et des symptômes émotionnels. Alors il s'agit en fait, par exemple, de 38 plantes qui sont réparties en utilisation suivant 7 groupes émotionnels. Alors, déjà 38 plantes, c'est beaucoup plus restreint que les autres formes possibles. Et alors en ce qui concerne les groupes émotionnels, quand on constate qu'il y a la peur, la solitude, l'incertitude, je dirais que ça ce sont éventuellement des émotions qu'on peut relativement facilement identifier chez les animaux. Mais quand par exemple il s'agit de découragement, de désespoir ou alors de préoccupation excessive du bien-être des autres, là je dirais qu'au niveau de l'interprétation par rapport à ces émotions-là sur des animaux, je pense que c'est déjà un petit peu plus difficile. Donc c'est pour ça que j'ai mis certaines réserves, parce que les comportements ne sont pas les mêmes que pour les humains. On peut avoir de l'anthropomorphisme et des problèmes d'interprétation. Alors toutes ces réserves-là, je les ai développées pour que vous compreniez pourquoi on peut l'utiliser chez les animaux, mais je pense que dans certains cas, c'est plus ou moins difficile. Alors, le choix de la fleur de bac donc est lié à l'état psychologique de l'animal, mais il faut savoir qu'au départ, cette méthode-là a été mise au point pour les maladies humaines. Donc dans un premier temps, comment peut-on transposer des émotions et des états psychologiques d'un humain à un animal? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est erroné?
Comme je vous disais, pour certaines émotions, certains états psychologiques, oui, mais pour d'autres, non. En plus, les animaux n'ont pas toujours la même réaction que nous. Je vais prendre un exemple un petit peu loin, on va dire, un peu important. Le cas d'une amputation, il est clair que quand on ampute un humain, on a beaucoup de mal à faire le deuil de son membre amputé. Alors que quand on ampute un animal, les gens sont toujours très très étonnés du fait que l'animal, au bout de quelques jours, ma foi, une fois qu'il a vu qu'il doit recentrer son centre d'équilibre, c'est comme si son membre amputé ne le manquait pas du tout. Donc là, je dirais qu'on n'a pas les mêmes réactions par rapport aux événements de la vie, et donc transposer des maladies humaines aux maladies animales, certains états psychologiques, pour moi, me pose un petit peu question. Autre réserve que j'émets, c'est le défaut d'appréciation de la situation psychologique de l'animal par le propriétaire. L'animal ne parle pas, donc il ne sait pas vraiment dire dans quel état il est. En plus, on a des problèmes d'interprétation du comportement. L'observateur, donc par exemple le propriétaire, peut avoir une mauvaise connaissance des comportements normaux chez les animaux. Exemple, on pense qu'un chien qui a été puni et qui revient vers vous pour lécher votre main, en fait, l'humain le traduit souvent par « Ah, mon chien veut se faire pardonner ». En fait, pas du tout. En ce qui concerne le langage et l'expression animale, c'est un chien qui veut récupérer son statut de dominant. Donc quand je vous disais qu'on pouvait avoir des erreurs d'interprétation, là c'est un bel exemple. On peut également, inconsciemment, faire une projection anthropomorphique sur son animal. J'ai pris un exemple assez simple. Le propriétaire pense que son animal est déprimé et en fait c'est le propriétaire qui est déprimé. Donc on appelle ça une projection en psychologie. De plus, d'un point de vue, j'allais dire, purement principe actif, j'ai constaté que les fleurs de bac n'ont pas toujours leur même correspondance d'utilisation, que ce soit en forme fleur de bac ou en forme de phytothérapie. Donc on n'a pas toujours une similarité d'action entre la plante utilisée sous forme d'élixir floral ou la plante utilisée en phytothérapie. Alors, ça me pose de questions quant à l'efficacité des fleurs de bac, notamment d'un point de vue pharmacognosique, parce que la pharmacognosie, je vous rappelle, c'est l'étude des principes actifs des plantes. Elle commence à être très fortement étudiée en phytothérapie, mais on ne l'a pas actuellement pour les fleurs de bac. Donc on ne sait pas vraiment transposer cette pharmacognosie aux fleurs de bac. Par rapport à toutes ces formes, comme on vient de les évoquer les unes après les autres, en conclusion, les formes qui pour moi semblent le plus adéquates pour les animaux sont, de préférence en phytothérapie, les poudres de plantes sèches, accessoirement les EPS, les sirops, et les macérats de bourgeons, donc la gémothérapie. Mon code couleur en phytothérapie est le vert, et en aromathérapie, c'est le bleu, où là, justement, en aromathérapie, je retiendrai les hydrolats et les huiles essentielles, avec beaucoup de précautions d'utilisation, évidemment. J'ai mis un bof pour certaines formes d'utilisation, tout simplement parce qu'elles ne sont pas très intéressantes. C'est le cas des teintures mères ou des plantes fraîches. On a vu qu'il y a plusieurs inconvénients qui font qu'elles ne sont pas si pratiques que ça. Et je dirais que certaines plantes ne sont pas du tout retenues chez les animaux, tout simplement parce que, ou bien leur utilisation ou leur efficacité pose problème, ou bien parce que ce sont des formes qui ne sont pas adaptées aux animaux, ou alors ce sont des formes qui pourraient éventuellement être utilisées chez les animaux, mais qui font que, de par leur coût trop cher ou leur gamme peu élevée, ne sont pas si intéressantes et n'offrent pas la vaste étendue de choix thérapeutiques qu'on peut faire avec les poudres de plantes sèches. Comme je vous disais, si on reprend toute cette liste-là, en phytothérapie, je retiendrai donc les poudres de plantes sèches. C'est vraiment la forme pour moi essentielle et la plus intéressante. Et accessoirement, les extraits phytostandardisés, les EPS. Et en aromathérapie, comme je vous disais, les huiles essentielles et les hydrolats. Alors, en ce qui concerne maintenant le choix de la thérapie, plutôt en phyto ou en aroma, cela fera partie d'un prochain tutoriel consacré à ce choix justement, comment choisir entre la phyto et l'aromathérapie. Et alors, en ce qui concerne le côté pratique en phytothérapie de la réalisation d'un remède, il fera l'objet du prochain tutoriel, le numéro 4, où on verra en 3 points comment réaliser concrètement et pratiquement un remède phytothérapeutique. Alors, en ce qui concerne vos propres préparations, si vous désirez les faire avec des poudres de plantes sèches, attention quand vous les commandez, quand vous les achetez,
Faites une demande bien précise. Pour ça, il faut vérifier le nom latin de la plante et bien préciser la partie de la plante que vous désirez. Vous devez essayer de trouver un fournisseur qui vous assurera la qualité et la certitude de la plante qui vous sera fournie. Donc l'idéal, c'est de travailler avec des professionnels. Et vous pouvez commander ces poudres, elles sont disponibles sur le site de Phyto-Animaux. Ce sont les poudres de plantes sèches que j'utilise moi-même dans mes préparations. Je les fais en différents formats, 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes et plus sur demande. Tout simplement parce que quand on passe par des professionnels, on doit parfois avoir des quantités minimum de 1, 2, 3 kilos. Ce n'est pas toujours facile quand on a besoin de quelques grammes, notamment pour faire des préparations pour les chiens ou les chats. Donc c'est pour ça que je reconditionne ces poudres de plantes sèches sur des formats plus petits, plus faciles pour vos commandes. Vous pouvez les trouver sur le site de Phyto-Animaux, www.phytoanimaux.com. Pardon, j'ai oublié de le rajouter. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.